De retour sur les pistes du côté d'Escalante, notre exploration de la Hole in the Rock Road continue. Nous pourrions explorer cette zone sans fin tant la variété d'endroits à découvrir est grande. Canyons très étroits et paysages lunaires nous attendent, mais ce ne sera pas sans mal. Car ici, la plupart des itinéraires sont très exposés et on ne trouve ni ombre ni eau en chemin. Et c'est d'ailleurs la chaleur intense qui nous mettra le plus à l'épreuve. De bon matin, nous partons donc pour une première aventure qui s'annonce étroite, si l'on peut dire. Et le mot est faible. Le calibre, au début de la randonnée pour Picaboo et Spooky Slot Canyon, annonce clairement la couleur. La règle est simple. Impossible d'explorer ces canyons d'environ 500 mètres de long chacun si l'on ne passe pas par le portique sous peine de rester bloqué. Donc là on est là, on va prendre ce chemin-là qui est déjà très étroit pour rejoindre le Slot Canyon qu'on va faire dans ce sens-là parce qu'il est tellement étroit que s'il y a des gens qui s'amusent à faire dans l'autre sens, en fait on est bloqué, donc il faut vraiment respecter ce sens-là pour passer tranquillement parce que c'est vraiment super étroit. La randonnée commence par une mise en jambe dans un premier canyon large et coloré. Mais à ce moment-là, on ne se doute pas de ce qui nous attend vraiment. On a trouvé un spot plutôt sympa pour manger. À l'ombre, il fait un peu frais, la vue est sympa, ça va. Faut juste pas qu'il y ait une grosse pluie, sinon on est mal. Et en fait, on va checker la météo donc ça va. Passage là qui doit faire 4 mètres de haut et des petites marches naturelles, donc ça glisse un peu mais c'est fait. Il vaut mieux avoir les deux mains libres pour faire ça. Et puis là il y a l'entrée du canyon qui est juste ici, il a l'air vraiment incroyable. Là il y a une arche peut-être derrière, on en voit une autre. Mais bon, c'est vraiment des piscines, c'est creusé, c'est hallucinant. On sent vraiment que l'eau est arrivée, il est tourbillon et on peut descendre. Dès les premiers mètres, nous sommes encore une fois subjugués par tant de beauté et de perfection. Arches, ponts, le canyon serpente dans tous les sens, avec seul le ciel d'un bleu pur et intense comme repère temporel. La nature est définitivement la meilleure des architectes. Bon là, soit tu passes en dessous, soit tu passes au-dessus. On dirait l'intérieur d'un coquillage, c'est trop beau. Nos pas, tantôt étouffés par le sable fin, tantôt frottant la paroi, résonnent plus ou moins dans cet univers de roches soyeuses, érodées par l'eau et le vent. On vient de sortir du canyon, ça se dégage un peu là, c'est un peu plus simple pour passer. Apparemment il y a encore une centaine de mètres à faire. Puis après on va ressortir de celui-là. On va aller dans un autre slot canyon, la fameuse boucle à sens unique dont parlait Johanna. Et là on comprend bien pourquoi il faut vraiment la faire dans un sens et pas dans l'autre. Parce que sinon si on rencontre quelqu'un, il y a un petit souci. C'est un peu plus dégagé mais du coup c'est un peu plus chaud aussi. Ouais, t'as l'impression d'avoir ses cheveux dans la bouche. Il est vachement plus étroit. J'ai parlé un peu trop vite parce qu'en fait on est qu'à mi-chemin. Là d'un coup ça se rétrécit à nouveau. Et je crois qu'avec le sac à dos ça va être encore plus compliqué. En effet, nous avons parlé un peu trop vite. Après s'être élargi, le canyon se rétrécit à nouveau
Et à ce stade, on ne le sait pas encore, mais ce n'est qu'un léger aperçu de la suite, car certaines sections à venir ne font pas plus de 25 cm de large. Un bug, ça passe pas. Et non. Et... Puis là, quand on ressort, à aucun moment on se dit qu'il y a un paysage comme ça juste au-dessus de nos têtes quand on est à l'intérieur. Et là, on va aller rejoindre le deuxième. Donc, je ne sais pas du tout où est l'entrée. Apparemment, il est un peu plus sombre. Donc j'imagine qu'il doit être soit plus haut, soit encore plus étroit. Ce qui commence à m'inquiéter un peu. T'es heureuse de ne pas avoir pris de sac à dos là? J'aime pas être sans sac, mais j'avoue que là c'est plutôt pratique. Ouais, heureusement que j'ai le GPS, hein, parce que si on suit Johanna, on se perd. Elle m'a entendu. Entre les deux canyons, pas vraiment de chemin. Seulement quelques cairns au milieu des genévriers nous donnent la direction. Mais l'on a vite fait de se perdre si on en loupe un. Ok, on arrive devant l'entrée de Spooky Canyon maintenant. Malgré leur proximité, c'est une toute autre expérience ici. Si le premier canyon donnait l'impression de plonger dans une immense vague de grès, ce deuxième nous emprisonne au sein d'une fente étroite où la lumière semble disparaître peu à peu. Les parois sont comme parées de dentelle, le canyon est plus profond, plus sombre, et l'on continue à s'enfoncer toujours plus bas, toujours plus loin. Peu de personnes arpentent le désert ce jour-là. Mais l'on rattrape une petite famille américaine qui hésite à continuer en voyant le prochain obstacle. C'est juste avec les bras. Il y a eu un passage un peu chaud là, avec la corde. Il y avait du monde qui voulait pas y aller, du coup on a été un peu les cobayes. Littéralement. Et ça va, ils avaient foi en nous. Ouais. Surtout les deux petits Français qui finissent au fond du trou, ça les gênait pas trop. Bon là on continue et on comprend vraiment encore plus le gabarit parce que là c'est vraiment super étroit. Mieux vaut ne pas être claustrophobe pour progresser dans ce qui s'apparente aux entrailles du désert.
va tout? Tu vas récupérer le sac, comme ça, je prends là, et on va lancer le sac aussi. Waouh! On regarde en l'air, c'est magnifique. C'est ouf. Encore enlever le sac. Libération. Je dirais même plus, c'était Canyon. Oh! Bon, on est enfin sorti de Spooky Canyon. C'est vraiment très étroit. Je pensais pas autant. C'est vrai que quand on voit le calibre, on pense à quoi s'attendre, mais en fait, le fait que ça serpente à l'intérieur et qu'on ne voit jamais la fin, ça donne une autre dimension à la chose. En tout cas, c'est vraiment impressionnant à faire. Puis là, on va rejoindre le van et demain, on va faire encore 70-80 km de piste pour aller vraiment tout au bout de la route. Et au départ d'un trek de 2 jours, on aura 26 km à faire, aller-retour, pour aller jusqu'au bord du lac Powell. On va dormir sur place. C'est très exposé, donc il risque de faire assez chaud, donc on va emporter beaucoup d'eau. Cette prochaine étape, qui s'annonce bien différente, nous l'attendions aussi depuis des années. Mais il nous faut d'abord parcourir la piste qui alterne entre tôle ondulée et caillasse. Pas des plus agréables donc, mais un petit désagrément qui se compense largement par la splendeur du paysage traversé. Au milieu de nulle part, nous abandonnons une fois encore Popo pour une nuit. Sensation particulière que de le laisser ici, mais ces quelques infidélités ont du bon. Car même si ce van est notre petite maison sur roue, il est surtout notre outil de voyage et d'aventure. Il nous permet d'aller plus loin et en dehors des sentiers classiques. Mais parfois et même souvent, il nous faut chausser plus longuement nos chaussures de randonnée, charger comme jamais nos sacs à dos et partir quelques jours là où seules nos jambes peuvent nous emmener. Cette rando nous met direct dans l'ambiance, parce que là on marche sur les cailloux, il n'y a pas de traces, pas de marques, pas de cairn, donc pour savoir où on va, c'est pas l'idéal forcément, mais normalement on est censé longer un peu la grande falaise là, qui était derrière nous quand on est parti, donc on va voir si on est sur la bonne direction, puis on a toujours le téléphone avec le GPS, avec la trace à suivre. Donc on va checker ça.
finalement un chemin, et au bout de quelques kilomètres, un des seuls arbres de cette randonnée qui sera le parasol idéal le temps de la pause déjeuner. Le manque d'ombre se fait sentir, la chaleur est étouffante. Le vent nous sèche et nous assèche, et à ce stade, nous nous demandons déjà si l'on a emporté assez d'eau avec nous. Nous buvons par petites gorgées, mais les 6 litres prévus par personne semblent bien vite s'évaporer. Il y a un cairn là-bas. Comme on s'y attendait, tous les points d'eau potentiels sont à sec. Il n'a pas plu depuis plusieurs semaines, et à les regarder, cela nous donne d'autant plus soif. Seuls les cactus en fleurs semblent s'épanouir dans cet environnement hostile. Il nous reste plus que quelques kilomètres à faire. Pendant longtemps, on a suivi un sentier le long des montagnes qui sont derrière moi. Et puis là, on est vraiment sur de la roche. Il y a quelques cairns, mais j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas vraiment. Parce que dans tous les cas, ils sont super durs à voir. Et puis là, on suit toujours le GPS. Après plusieurs heures de marche éprouvante sous un soleil de plomb, au sommet d'immenses falaises de grès, nous apercevons enfin le lac Powell qui annonce notre arrivée à notre spot pour le soir. Bon, ça y est, après 13 km, on vient d'arriver à l'endroit où on va camper. Alors c'est la roche par terre, donc on va rester un peu la tente. Cela faisait si longtemps que nous souhaitions venir camper face à ce serpentin de roche, baignant dans l'eau suite à la création du barrage du lac Powell. Émerveillés, épuisés, assoiffés et quelque peu décontenancés par le niveau d'eau si bas. Habituellement, certains de ces tétons rocheux sont des îles qui se reflètent sur le lac. C'est de là que ce canyon prend son nom. Mais aujourd'hui, le niveau de l'eau est incroyablement bas, très bas. Jamais il n'avait été enregistré à ce niveau. Les marques blanches sur la roche en témoignent. Et même si le paysage est grandiose, on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur l'avenir de ces grands réservoirs. À ce stade, nous arrivons à la moitié de nos réserves d'eau que nous espérions suffisantes. La déshydratation se fait sentir, nous n'avons jamais eu aussi soif de nos vies, et il faut nous rationner pour tenir jusqu'au lendemain. Alors, ça fait quoi d'être ici? Ça fait soif. Non, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment hallucinant en fait de marcher ici et puis découvrir tout ce paysage. En fait, il y a tellement de détails. Même les couleurs, la roche, c'est fou. Vous voyez au loin, enfin, c'était aussi bien un ocre, bien que selon la lumière, enfin, c'est un peu plus marron terne. Puis par moments un peu plus rouge, voire vert, presque bleu. Très très particulier. Même la roche en elle-même, je veux dire, au-delà de sa couleur, même sa forme, il y en a, enfin, c'est très lisse, puis d'autres beaucoup plus déchiquetées. Puis là, d'un coup, on voit le lac Powell, donc il y a l'eau vraiment qui a creusé tout ce canyon, et avec ces grandes falaises abruptes qui sont immenses,
On sent vraiment que le niveau de l'eau est très très bas. C'est impressionnant. Et puis la couleur de l'eau qui est sombre, c'est fou. Alors j'ai juste envie de me jeter dedans, à vrai dire, parce que j'ai trop chaud, j'ai trop soif et tout ça, mais c'est trop bas, impossible. On n'a pas de corde, et puis même si on avait une, elle serait pas assez longue, donc impossible d'aller toucher l'eau et pouvoir la boire non plus. Mais ouais, non, c'est très très beau. Très très beau, très très beau. Au petit matin, la lune qui nous aura éclairés toute la nuit est encore là. Et c'est finalement le soleil très matinal qui révélera le mieux cet endroit magique qui semble si loin de tout. Après en avoir bien profité, il est temps pour nous de faire demi-tour avant que le soleil ne soit trop haut et que la température ne grimpe. C'est reparti pour 13 km. Dernier regard sur Reflection Canyon avant de traverser à nouveau cet univers minéral. Cette ondulation de roches et d'eau nous semble n'avoir été qu'un mirage. Bon, le van en fait il est là-bas, derrière la montagne. Encore quelques petits kilomètres. Oh, le van, il est là. Eh ben, t'es tout seul mon petit popo. En fait, la difficulté des randonnées et des treks dans le sud-ouest des États-Unis et plus particulièrement dans le sud de l'Utah, c'est pas tant le dénivelé, parce que c'est relativement plat, bien que par moments ça monte et ça descend, mais ça n'a rien à voir avec les Alpes ou les Pyrénées par exemple. Mais déjà on est en altitude, et ça réside surtout dans le fait en fait que ce sont des grands plateaux qui sont très désertiques, où il n'y a absolument pas d'ombre et où il fait vraiment très chaud. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une courte période pour pouvoir faire ces randonnées, parce que soit avant, comme on est en altitude, il y a de la neige et elles ne sont pas accessibles, soit l'été il fait beaucoup trop chaud. Donc vraiment le risque ici c'est de faire une insolation et de souffrir de déshydratation, puisque le trail est assez long, il n'y a absolument pas d'eau sur le sentier, très peu d'ombre, c'est-à-dire qu'on a croisé 3 arbres et encore faut arriver à se mettre en dessous pour avoir un petit peu d'ombre, se contorsionner, etc. et espérer avoir un petit peu d'air. Mais vraiment, oui, c'est très chaud et il faut impérativement partir avec beaucoup d'eau. Et il ne faut pas sous-estimer cette randonnée qui est assez éprouvante. Et parfois, on navigue, même souvent, un peu à vue, puisqu'il y a quelques cairns disséminés, mais clairement, la plupart, on ne les voit pas. Et puis c'est très facile de se perdre parce qu'on est tellement concentré sur son souffle, sur ses pieds, qu'on ne voit pas forcément ce qu'il y a autour. Donc il faut faire vraiment très attention et pas s'aventurer en fait n'importe où, n'importe comment quand on n'a pas l'habitude et surtout selon les conditions. C'est pourquoi il faut impérativement, dans ce style d'environnement assez désertique, passer par ce qu'on appelle les visitor centers, donc des centres pour les visiteurs où il y a des rangers, des cartes qui font un petit point sur vraiment l'état des pistes déjà, si elles sont praticables, l'état de la randonnée, les températures, la météo, parce que c'est vraiment hyper important. Et
puis qui arrive aussi un peu à jauger avec nous si on a les capacités ou pas d'aller faire tel ou tel type de randonnée. Et ce qui est fou, c'est que c'est très aride, mais en même temps c'est plein de vie. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois dans les déserts, c'est que on dirait pas comme ça, on dirait que c'est vraiment hostile, qu'il n'y a rien à voir et qu'il n'y a rien ni personne. Mais en fait c'est très vivant. Et là c'est le printemps, bientôt l'été, et il y a plein de petites fleurs, tous les cactus sont en fleurs aussi. Donc il y a toutes ces pierres qui sont très monochromes. Et puis hop, au milieu d'un coup, des touches de couleurs un peu qui sont disséminées le long de cet environnement. Plein de lézards qui passent et qui repassent, quelques oiseaux, des lièvres qui sont énormes, qui passent le soir ou le matin. Enfin, il y a vraiment de la vie et c'est fou en fait. C'est fou parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau si ce n'est un peu dans le lac Powell, mais bon, il est vraiment très bas. On n'a qu'une envie, c'est d'y plonger, mais c'est pas possible. Mais oui, il y a une vie incroyable et puis surtout des paysages qui sont gigantesques et on se sent vraiment très petit. Vous l'avez compris, ce que cette petite tête de lézard desséchée a tenté d'expliquer, c'est qu'il vaut mieux être préparé pour venir sur la Hole in the Rock Road et prévoir le maximum d'eau possible. Pour nous, il est temps de faire demi-tour sur cette piste cabossée et de refaire nos réserves avant de continuer nos aventures. On vous embarque ? Non, j'ai pas envie de trépasser, j'ai surtout envie d'aller boire l'eau qui reste dans le lac Powell. Mais c'est trop loin, c'est trop haut, enfin trop bas. On est trop haut et l'eau est trop bas. Oui, c'est la déshydratation là qui parle. Je sais plus, je dis des éléphants roses. Des éléphants roses. Non, ça existe vraiment, c'est pas pareil. Les éléphants roses, ça existe vraiment? Oui, ça existe vraiment, les éléphants roses. Ok. Les licornes. Oh, aussi, les licornes, ça Les existe. licornes, ça existe. Ouais. Okay. Bah, quand tu vois les comment ça s'appelle? Je sais plus les mots. Les bisounours dans le ciel, dans les oui, arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, voilà. Oui, les arcs-en-ciel voilà, avec les bisounours qui montent dessus. Et les licornes. Ok, c'est bon. Allez, on va s'arrêter là. Au revoir.